Maya Naoum, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, nous avons une invitée aujourd'hui, Vanessa Schneider, pour son livre « L'homme qui voulait être aimé », paru chez Grasset. Oui, bonjour Vanessa. Bonjour. Je suis très contente de vous revoir. Vous étiez venue il y a 3 ans, 4 ans pour votre récit sur votre cousine Maria Schneider. On avait adoré le livre et moi j'avais aimé votre écriture. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de tout à fait autre chose, qui est de Georges Kiegemann. Alors, quand on reçoit le livre, ce qui est tout à fait frappant, c'est la bande qui accompagne le livre, qui est la photo d'un petit garçon. On va la montrer, Maya. Avec un regard absolument incroyable de détermination. Et c'est ce qui va faire l'objet de toute notre discussion aujourd'hui. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce récit, d'abord c'est un siècle que nous allons visiter. Il a quand même 90 ans. Donc on va visiter un siècle avec vous. Et quel siècle? Et quel siècle? L'autre, celui qui vient de passer. Et on peut commencer, si vous voulez, par cette phrase qui dit, je resterai un petit juif polonais né en France dans le drame et la misère. Alors malgré le grand public qui voit en Georges Kiegemann un type vachement élégant, toujours très bien fringué, avec le verbe haut, très grand avocat, et on va pouvoir commenter avec vous toutes les facettes. Alors c'est bien fait votre livre parce que c'est par chapitre comme ça et on voit toutes les facettes de cet homme qui, je dois dire, est très complexe, très. Je sais pas quoi en penser d'ailleurs, mais on va voir avec vous. Alors commençons par l'avocat. Alors cet avocat incroyable qui a défendu des causes totalement diverses. Il va de Jacques Chirac, de Mohamed Al-Fayed, de Charlie Hebdo, de Polanski, de Malek Oussekine, de la femme du colonel Ray qui avait été assassinée. Et il est face quand même à Vergès quand même. Hein. Oui. On vivait une époque incroyable. On se rend pas compte. Les jeunes se rendent pas compte de l'époque que ça a été au niveau. Bon, il y avait les Badinter, les Kiegemann, les Vergès, voilà. Et si vous permettez, comme c'est ma génération, je suis un petit peu plus vieille que vous. On peut s'arrêter une seconde sur la phrase que j'ai prononcée au début. J'étais un petit juif polonais, etc. Et là, chez moi, c'est un petit juif polonais né en France, Pierre Goldman. Ah et oui. Et oui. Et pour moi, quand je suis jeune à l'époque, et celui qui apparaît, nous on était dans la rue pour Pierre Goldman, quand même. Oui. Et celui qui apparaît, c'est Georges Kiegemann, en deuxième temps. Vous pouvez nous parler des relations et de cette histoire incroyable qui a marqué notre génération. À son enterrement, on était des milliers et des milliers et des milliers. Et on ne saura jamais s'il était coupable ou pas. Oui, personne ne le sait. Oui. Alors, ce juif polonais, là, ce truc. Alors, quand Georges Kiegemann arrive dans ce dossier, Pierre Goldman a déjà été condamné. Il a été condamné à perpétuité. Alors, Pierre Goldman, peut-être pour les auditeurs les plus jeunes, c'est à la fois un révolutionnaire gauchiste qui a été au Venezuela, qui a été à Cuba et qui est une espèce d'icône pour toute une génération, et en même temps qui commet des braquages dont toute une partie qu'il reconnaît, qui commet des braquages, qui commet des délits de droit commun. Et il se retrouve accusé du braquage d'une pharmacie qui tourne très mal, puisque 2 pharmaciennes sont tuées et un policier qui passait par là grièvement blessé également. Il est condamné en première instance à perpétuité. Et là, il fait appel, il clame son innocence. Il écrit ce livre auquel vous faites référence, Souvenir d'un petit juif polonais né en France. Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France, qui est un livre, c'est pas un livre de détenu, c'est un livre qui est très très bien écrit. Un livre d'écrivain. Il raconte à la fois sa famille, son enfance, son parcours, et évidemment dans lequel il clame son innocence. C'est un livre qui fait grand bruit à l'époque et qui fédère autour de lui tout un comité de soutien, parmi lesquels Simone Signoret,
Signoret. Donc ça devient une espèce d'icône un peu de cette gauche. Et Georges Kijman, de son côté, est très lié aussi à Simone Signoret et aux gens du cinéma parce qu'il est l'avocat du cinéma. Il est à la fois l'avocat de l'édition et en même temps l'avocat du cinéma, très proche de la Nouvelle Vague, de François Truffaut, mais aussi ami de Simone Signoret. Et donc, quelqu'un glisse le nom à Pierre Goldman en prison, lui dit, voilà, Georges Kijman est un très bon avocat, il va pouvoir te défendre, et donc il embauche, il embauche, et tout ça est gratuit, hein, c'est bénévole. C'était militant. Georges Kijman. Alors Georges Kijman se met à fond dans le dossier, et en même temps, alors c'est assez épique leur relation, parce que Pierre Goldman avait un tempérament assez excessif, donc il reprochait à Georges Kijman de pas assez croire en son innocence, et Kijman disait, mais moi, mon travail, c'est pas de croire moi, on s'en fiche de ce que je crois moi. Mon travail, c'est de vous défendre. Et c'est vrai que énormément de choses l'accablaient. C'était très, parce qu'il y avait des gens qui disait l'avoir vu, que le modus operandi était le même que celui dans d'autres affaires dont il reconnaissait sa responsabilité. Donc le dossier était quand même très très accablant. Donc il y a des lettres qu'a gardées Georges Kijman, où Pierre Goldman lui dit « je ne veux plus que vous me défendiez », puis après il le reprend, puis il se refâche, et puis donc c'est des relations très tumultueuses. Et finalement, donc il arrive au procès, il le défend, et il arrive à obtenir cette chose incroyable qui est l'acquittement de Pierre Goldman contre toute attente, mais au fruit d'un travail. Et c'est là où on voit vraiment la méthode de l'avocat Georges Kijman, qui travaille ses dossiers vraiment point par point, et qui va sur un détail. Hein, oui, et qui va vraiment instiller le doute chez les juges et chez les jurés pour essayer et donc il obtient cet acquittement. Il reste après lié avec Pierre Goldman, et Pierre Goldman sera assassiné un an après sa libération, dans des circonstances qui restent troubles, mais dont on a dit que c'était l'extrême droite. Oui. Toujours le mot obscur revient. Oui. J'ai pris un peu de temps pour parler de Pierre Goldman dans cette affaire. C'est parce que j'insiste sur le fait que c'était une génération, c'était l'autre siècle. Donc dans l'autre siècle, notre génération, on s'attachait énormément à cette espèce de défense, de justice, machin. On savait pas s'il était coupable, pas coupable, c'est même plus. Et c'était un siècle littéraire. Ça veut dire que le type, il s'est fait quand même acquitter grâce à un livre, quand même. C'était la force de ce livre. Alors, Pierre Goldman, Georges Kijman est très très ami avec donc Simone Signoret, etc. Mais pas que. On va passer sur l'autre côté de Georges Kijman. C'est cet homme très mondain quand même, qui connaît tout le monde et qui est un homme à femme. Alors rappelez-nous quand même qui étaient ces femmes. Et oui, quelle femme, c'est un homme qui aime les femmes, qui le dit, qui adore les femmes, et qui a été très gâté, puisque les femmes l'ont aussi beaucoup aimé. Donc il a eu une première épouse, il a eu une grande histoire d'amour avec Marie-France Pizier, avec laquelle il est resté pendant 10 ans. Et puis, il y a eu la mère de ses enfants, Laure de Breuil, avec laquelle il a eu donc ces trois enfants. Une princesse, quand même. Oui, une princesse, et qui était la femme de l'époque où il était ministre de Mitterrand, où il avait sa visibilité, en tout cas la plus grande, en tout cas dans le domaine de la politique, mais oui, on sent que les femmes, c'est vraiment la grande affaire de sa vie, et je pense que jusqu'au bout et jusqu'à son dernier souffle, il continuera à penser aux femmes. Alors en fait les femmes, il le dit, ça lui vient de son père. Donc Georges Kijman a perdu son père, qui a été déporté à Auschwitz et assassiné à Auschwitz quand il était donc tout enfant. Il garde assez peu de souvenirs de ce père. Ses parents avaient divorcé, mais son père était quelqu'un, malgré son extrême pauvreté, de très élégant, de très charismatique. En tout cas, c'est le souvenir aussi qu'il en a, et qui avait en effet cette maîtresse, la belle Louise, comme Georges Kijman l'appelle, et qui a éveillé
un peu ses premiers émois et son amour des femmes. Donc, je pense que pour lui, aimer les femmes, c'est aussi se rapprocher, évidemment, de ce père qu'il a disparu trop tôt. Alors, ce livre est coécrit avec Georges Kejman. Comment est-ce que vous avez travaillé? Dites-nous tout. Alors, en fait, on s'est vu énormément. On a passé énormément d'heures ensemble. On s'est vu au départ 2 après-midi par semaine, puis une. Ça a été pour moi une très grande rencontre, et un très fort attachement. Est né, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, Georges Kejman ne s'était jamais raconté jusque-là, parce que, alors, il y avait eu beaucoup de projets de livres. Déjà, on l'avait beaucoup sollicité pour des livres, et jusque-là, il avait toujours refusé. Moi, mon sentiment, c'était qu'il aurait aimé écrire lui-même, parce que c'est un homme extrêmement cultivé, qui dévore les livres, qui lit, qui a toujours beaucoup lu, qui a été très proche de grands écrivains, l'avocat de la maison Gallimard, et qui met la littérature au-dessus de tout. Et en même temps, avec un blocage vis-à-vis de l'écriture qu'il reconnaît aisément, au point qu'il ne pouvait pas écrire ses plaidoiries. Il n'a jamais écrit une plaidoirie. Il n'y a pas de traces de ses plaidoiries. On n'a rien. On n'a rien. Il travaillait les dossiers point par point. Il écrivait des mots-clés sur des fiches, des Bristol, des mots-clés qui lui permettaient de... Voilà. Et en même temps, quand vous l'écoutez, c'est très littéraire, un français parfait. Oui, et puis chaque phrase est ponctuée. Donc c'était, moi je lui ai servi de plume. Il a fallu après évidemment organiser toute cette matière, parce que l'idée n'était pas de faire une biographie avec chaque année, chaque moment de sa vie, mais de le rédiger comme une promenade. Là, quand on lit ce livre, on se promène un peu à travers sa vie, de façon pas toujours chronologique, mais à travers en effet des portraits de gens qui ont compté pour lui, qu'il s'agisse de Simone Signoret, de Marie-France Pizier, ou de François Mitterrand, de Pierre Mendès France, et des grandes affaires aussi qui ont marqué sa vie. Donc, comment on a travaillé? Oui, généralement, je mettais un petit message avant, je disais, ça serait bien la prochaine fois qu'on parle de votre maman, ou ça serait bien qu'on parle du procès Goldman, ou ça serait bien qu'on parle pour qu'il se prépare un petit peu, et puis après, on abordait les thèmes. Ouais. Vous venez de parler de sa mère, la grande faille quand même, la grande blessure, la faille, comme dit Fitzgerald, c'est la mère quand même. C'est-à-dire cette mère qui était analphabète, qui n'a jamais été plus loin que ça, elle n'a pas cherché non plus, qu'il méprisait totalement. Et ce livre, il est poignant, parce que quand il vous en parlait, c'est là où c'est le regret de sa vie. C'est quelque chose quand même. Nous, lecteurs, on sent que il a honte de lui, là. Oui, enfin, il s'en quelque veut. chose. Ouais. J'emploierais pas le mot de mépris. Je pense que c'est un enfant. Oui, il la supporte pas, parce qu'en plus, après, elle avait développé des troubles psychiatriques, était très... en fait, je pense qu'il y avait d'extrêmement difficile, c'était cette promiscuité, ce tête-à-tête qu'il a vécu avec sa mère, parce que ses sœurs étaient plus grandes, et donc il se retrouve avec son père mort, seul avec sa mère, dans des conditions misérables, des conditions, ils partagent une chambre de bonne, donc toute une promiscuité, une intimité, et ça très tard, jusqu'à son mariage quasiment. Il vit avec sa mère dans cette chambre de bonne, sans eau, sans aucun confort. Il allait se baigner dans les bains publics. Donc je pense que c'est... et en même temps, il s'en veut, parce qu'il dit, sans elle, je ne serais pas en vie. Elle lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Elle lui a sauvé la vie pendant la guerre, puisqu'elle avait même si elle était analphabète, cet instinct de survie. Et quand ils se sont retrouvés, parce qu'elle n'avait pas fait sa déclaration de judaïté devant le tribunal, elle a réussi à inventer une histoire pour qu'ils se sortent de cette situation. À chaque fois qu'ils ont été menacés pendant la guerre, elle a réussi à le sortir de là. Et puis, elle s'est toujours arrangée pour qu'il ait à manger, pour qu'il ait chaud, pour qu'il ne manque de rien d'essentiel. Donc en effet, il y a une énorme culpabilité, parce qu'il dit, elle aurait voulu que je sois plus proche d'elle, que je l'aime, et en même temps, lui, il dit, voilà, on n'a jamais eu de lien affectif, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Mais moi, je trouve ça bouleversant aussi d'arriver à le dire, parce que c'est un homme. C'est déchirant oui, ce passage. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, on a l'image de lui, du
du mondain, de quelqu'un qui peut paraître arrogant. On a beaucoup parlé de l'arrogance de Georges Kijman, de son côté. Et en fait, là, on découvre un homme qui ne s'épargne pas, qui reconnaît ses défauts, ses faiblesses, et qui en parle. Voilà, ce qu'il dit sur sa mère, le fait qu'il s'est senti pas à la hauteur. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de reconnaître ça, qui n'ont pas. J'ai été un mauvais fils, c'est pas quelque chose de facile à dire. Il a été ministre de Mitterrand, un ministre dont il dit un ministre qui n'a pas fait grand-chose, et c'était d'ailleurs un secret. Sur ce sujet-là aussi, incroyablement il est très honnête. Il dit non, mais moi j'ai pas été un bon ministre, j'ai rien fait de ça. Mais sa grande histoire, sa grande passion politique, c'est quand même Mendes. Oui. C'est quand même lui qui a été, comme toute cette génération. Mais oui, bien sûr. Vous vous souvenez, toute la génération des gens qui ont 90, c'était Mendes quand même. Et cette époque Mitterrand, qu'est-ce qu'il en reste dans sa tête aujourd'hui, politiquement, je veux dire. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup à François Mitterrand parce que c'est l'époque où il était le plus visible, il était ministre de Mitterrand, et puis surtout, il est rentré dans la vie de Mitterrand. Il le connaissait depuis de longue date, mais intimité, je ne sais pas si on peut parler d'intimité avec François Mitterrand, parce qu'en même temps, il cloisonnait tellement que même Georges Kijman, qui passait des vacances entières avec lui, ignorait complètement qu'il avait une autre fille, une autre famille. Donc c'était, je ne sais pas si on peut parler d'intimité à ce niveau-là, mais en tout cas, le lien qui s'était créé entre eux, et un lien qui s'est créé surtout à travers les livres, parce que Mitterrand était également un très grand lecteur, donc ils faisaient ensemble les bouquinistes, les librairies, ils s'offraient des livres, et je pense que leurs deux grands sujets de conversation étaient les livres et les femmes. C'était deux sujets qui les liaient tous les deux. Notre siècle ne va plus permettre les femmes aujourd'hui, et ce siècle littéraire quand même. Oui. Après, avec Mendes, c'est vrai que Mendes, c'était son héros. C'est autre chose. Mendes, c'est l'homme pour lequel il s'est engagé en politique. C'est l'homme qu'il rêvait de rencontrer. Pour lui, c'était le héros absolu. L'intégrité, son parcours, tous les postes qu'il avait occupés, ses positions politiques, sa simplicité. Et quand il est resté dans ce courant politique Kijman, intellectuellement parlant. Ah oui, je pense qu'il n'existe plus vraiment. Oui, mais et en même temps, il est assez lucide sur l'échec de Mendes. Il dit Mendes était finalement pas assez. Il était trop honnête en fait pour arriver à être élu, honnête au sens d'intellectuel, quoi. Il faisait pas de intellectuellement parlant. Voilà, il faisait pas de compromission. Il avait peut-être pas cette voilà, pour accéder aux fonctions suprêmes, il faut quand même avoir une dose de cynisme, de stratégie, de toutes ces choses qui devaient manquer à Mendes malgré son parcours. Mais oui, je pense que c'est deux grands hommes qui ont compté dans sa vie, mais pas au même niveau. Et autant il raconte alors qu'il savait que Mendes était malade, et quand il apprend la mort de Mendes, il s'effondre en sanglots, et il dit comme si j'avais perdu mon père. C'était une figure de père de substitution. Et alors qu'il n'avait pas ce même lien aussi fort, évidemment, avec François Mitterrand, même si c'était un homme qu'il admirait pour sa culture, pour son charisme. C'est un livre très très riche parce qu'on passe comme ça sur toutes les facettes de Georges Kijman, toutes les facettes du siècle. On a la politique, on a la littérature avec Gallimard, c'est l'avocat de Gallimard. On a le cinéma parce qu'il est tout le temps. On parle de Claude Berry. Enfin, on parle de ça. C'est incroyable. En fait, on a presque notre vie qui se déroule devant nous à travers lui. En tous les cas, du siècle dernier. Enfin, je veux dire, 100 ans presque. Parce que du XXe siècle. Dont la Shoah, dont tout, quoi. Sa vie est extrêmement riche. Et moi, si j'ai voulu faire ce livre avec lui, c'est que je trouve que c'est un parcours. Je sais pas si de tels parcours seraient encore possibles aujourd'hui. Mais c'est fou, quand ce petit garçon, vous parliez de la photo, je trouve que cette photo, elle est bouleversante parce que c'est une photo qui a été prise pendant la guerre, à une époque où il est dans le Quelle Berry. Détermination. Donc il ne sait pas encore que son père est mort déporté, il est dans le Berry. Et on voit en fait dans cette photo à la fois toute la perte de l'innocence et en même temps une volonté, une détermination qui a fait qu'il a renversé tout le cours de sa propre histoire, repris son destin en main et se créer un destin à la force de l'intelligence
patience et Oui. et du poignet et de la détermination. Donc c'est un très très beau parcours. Ouais, Alors un livre à qu'on découvrir recommande. absolument, L'homme qui voulait être aimé, paru aux éditions Grasset avec Vanessa Schneider, ce dont on vous remercie, et coécrit avec Georges Kijman en personne. J'espère qu'il a aimé le livre. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'en suis sûre d'ailleurs. Merci, Et à très merci bientôt vous. pour le roman. On Merci attend le de roman m'accueillir. impatiemment. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Au revoir. Au revoir Maya, on se retrouve très vite sur Radio J. À ceux qui n'ont jamais volé.